tous, bienvenue à ce webinaire de retour d'expérience avec le JPRESIA et avec Christophe No de Combodo sur le sujet de la collecte et la synchronisation de données, sujet du moment où Chloé et Noël vont nous expliquer comment le JPRESIA a tout mis en place pour permettre la centralisation de la gestion des établissements scolaires. Du coup, je vous propose peut-être qu'on commence par un petit tour de table et que vous vous présentiez tous. Du coup, on va commencer par Noël, si vous voulez bien vous présenter. Merci Delphine. Bon, Noël Pichet, administrateur CMDB au sein du RESIA depuis 2021. Christophe No, je suis Christophe? consultant, oui, je suis consultant ITOP chez Combodo depuis 2014 et j'ai accompagné Ressia avec leur prise en main d'ITOP dès leur début 2016-2017 si j'ai bonne mémoire. Bonjour à tous, donc Chloé Fonck, je suis responsable du centre de service dans le service GSI du JPRESIA. Si vous voulez, je vais commencer par donner un peu de contexte. Donc du coup, le groupement d'intérêt public RESIA, c'est un centre de ressources dédié au numérique. On propose des services opérationnels mutualisés, en particulier sur le secteur éducatif et pour les collectivités territoriales. Des services comme la dématérialisation, la mise en conformité RGPD, l'expertise en cybersécurité, la supervision, la gestion de systèmes d'information. Du coup, c'est sur ce service-là sur lequel on fait un focus aujourd'hui. Donc c'est GSI, la gestion des systèmes d'information. Donc ce service est en charge de la maintenance informatique des établissements scolaires de la région, donc de la région Centre-Val de Loire. Les établissements télégérés, on en a grosso modo 180. Et puis, ce qui s'est passé, en fait, c'est que suite à la loi Payon, qui a transféré aux collectivités territoriales la charge de la maintenance du numérique éducatif, notre périmètre s'est vu considérablement augmenter. Du coup, en 2016, en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on change notre outil de ticketing. À l'époque, on avait jusque-là un outil maison qui répondait plus du coup aux contraintes. Donc, on avait plusieurs besoins. Un besoin évidemment de ticketing qui restait le même si notre volumétrie elle allait devenir plus conséquente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est grosso modo à 150 tickets mensuels en moyenne. 1500, pardon, excuse-moi. On voulait aussi une interface utilisateur simplifiée, destinée aux correspondants en établissement, pour qu'ils puissent utiliser plus l'interface plutôt que de téléphoner au service. On voulait une approche utile pour nous aider dans nos processus, à l'application, nos engagements de service, etc. Et bien sûr, le sujet qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, on voulait une CMDB, donc renseignée avec l'intégralité des matériels des parcs distants, la possibilité d'avoir une analyse d'impact assez précise sur ces équipements, être en capacité de modifier un petit peu le modèle de données en fonction des besoins spécifiques qu'on a pu avoir, et puis être source de configuration pour X choses. Donc à ce moment-là, notre choix s'est tourné vers le produit ITOP et notre collaboration avec Combodo a commencé. Une des premières synchros de données, enfin la première synchro de données qu'on a mise en place, c'est celle destinée à l'alimentation automatique des utilisateurs et des personnes dans ITOP. Donc on se base en fait sur un annuaire et en fonction d'attributs LDAP, on entre, on sort, on obsolétise les utilisateurs et les personnes dans ITOP. Donc ça, c'était le premier besoin et la première synchro qu'on a mis en place. Je vais passer la parole à Noël, du coup, qui va donner des précisions sur les autres synchros qu'on a pu mettre en place jusque depuis et vous faire des précisions en fait sur tous les items qui sont donc renseignés automatiquement dans la base par tous ces ETL. Merci Chloé. Donc, la CMDB 2021, elle était nourrie par quelques ETL à base d'API et un tout petit peu de synchro. La volumétrie n'était pas, je dirais, énorme à l'époque. Beaucoup d'informations qui étaient encore
qualifiées de mortes puisque injectées soit manuellement, soit en CSV. Il fallait donc un petit peu dynamiser tout ça. Donc sur la période de 2021, on a fait une analyse majeure de tous nos sites, de toutes les données qui étaient dans les sites distants. On a compilé ça et on est parti après sur la création de plusieurs sources de données, non pas des connecteurs simples, mais des sources de données. On a commencé par les imprimantes, puis on est passé avec les PC. Après avoir synchronisé ces deux premières sources, il a fallu affiner avec des sources secondaires qui ont été les cartes réseau, puis les liens entre les cartes réseau et les switches. Et après, on a continué à affiner de plus en plus pour descendre sur marque, modèle et une localisation des systèmes, établissements, bâtiments, étages, et on descend jusqu'à la classe. Donc, c'est ce qui nous permet, à l'heure actuelle, quand il y a un appel au niveau des techniciens, de pouvoir qualifier le lieu géographique, l'historique, puisque ITOP permet, je dirais, un suivi de l'historique sur tous les changements et de voir comment évolue le CI tout au long de sa vie. Oui, rapidement, afin de simplifier les maintenances et les suivis depuis l'interface web d'ITOP, j'ai choisi sur le nom des sources de données, de les préfixer avec un numérique afin d'avoir l'ordre de synchronisation. Bon, c'est un petit moyen rapide et simple pour pouvoir voir l'ordre d'arrivée des données dans ITOP. Et en fait, je commence toujours par synchroniser les tables de référence, puis les tables secondaires pour terminer par les tables primaires, puisque les contraintes d'intégrité du modèle d'ITOP, comme on l'a voulu et comme on a fini par le configurer, nous amènent à ça afin d'avoir une très très bonne granularité de données. On voit à l'heure actuelle un petit peu la volumétrie. Sur les utilisateurs, on n'est pas loin de 6000 utilisateurs de décrit. Pour les éléments de typologie de configuration, 11 200. Les CI connectés, 55 000. C'est quoi les 55 000? C'est PC, imprimante aussi. Et les liens réseau, pour l'instant, nous sommes à un petit peu plus de 96 000. Donc cette base, elle se nourrit, mais il faut aussi s'assurer, je dirais, de sa cohérence. Et c'est là où on voit l'émergence et la nécessité d'éléments assez forts, notamment des clés qui vont nous permettre de pouvoir clairement identifier les composants informatiques et les sous-composants afin de les lier correctement dans l'ITOP. D'accord, très bien. Alors peut-être pour des personnes qui ne connaissent pas très bien tout ce qui est lié à la synchronisation de données, à la collecte de données, je te propose, Christophe, peut-être de prendre un peu la parole pour nous expliquer un petit peu le mécanisme de façon générale et en quoi, du coup, justement, c'est vraiment intéressant d'utiliser ce mécanisme. Bon, quand vous déployez un ITOP pour documenter la CMDB de votre entreprise, la première phase, bien sûr, ça sera de mettre en place le modèle. Ensuite, de populer la base, soit par un port CSV, soit par création unitaire de chacun des objets. Une fois que vous êtes arrivé à cette étape, en fin de projet de mise en place, vous avez une CMDB à jour. Le challenge que vous aurez à faire face, ça sera de faire en sorte que cette CMDB reste à jour et le plus parfaitement possible au cours du temps. Donc pour ça, on a un mécanisme qu'on appelle mécanisme de synchronisation qui vous permet de charger dans ITOP avec un ETL des données extérieures à l'application et de les synchroniser dans ITOP. Et je préciserai ce qu'on entend par synchronisation. Donc, ITOP a un moteur de synchro, ok, et puis l'idée des collecteurs, ce qu'on appelle collecteurs ou ETL, c'est vraiment de proposer des mécanismes simples pour pouvoir utiliser ce mécanisme de synchronisation et de populer la base. Donc, tout commence dans chaque ETL par l'extraction des données. Donc là, ça peut être fait soit par un collecteur ITOP, comme pour vSphere ou pour OCS, truc standard, ou bien plus compliqué, comme ce que fait Noël au sein du GIP, qui est d'avoir ces outils, Pentao entre autres, pour collecter les données de différentes sources, les agréger et créer des fichiers d'entrée pour ITOP.
C'est ce qu'on appelle donc l'extraction plus l'analyse croisée des données. Donc on arrive avec des tables à cette étape, des tables de données qui sont toujours dans l'ETL, elles ne sont pas encore dans ITOP, et une fois que les données sont propres et mises en phase, en structure dans ces fichiers, elles sont poussées dans des tables spécifiques dans ITOP. Ce n'est pas les tables des objets, c'est les tables des synchros. Et à ce moment-là, on lance des synchros. Quand je dis on, c'est le mécanisme, les collecteurs ou l'ETL, lance une synchronisation au niveau d'ITOP, lance le moteur de synchronisation qui va, lui, scanner toute la table ou les tables qui ont été poussées et va faire le travail suivant. Ligne par ligne, il va observer ce qu'il a dans ces tables et va essayer de réconcilier l'objet qu'il observe dans une ligne donnée avec un objet existant dans ITOP. Et en fonction de la politique de synchronisation qui aura été décidée, l'objet sera créé ou pas, sera mis à jour ou pas, ou sera peut-être obsolété s'il s'avère qu'il ne fait plus partie de ces tables. Donc on a tout un tas d'options pour les politiques de synchronisation, que ce soit pour la création, la mise à jour et l'obsolescence des données, qui sont gérées au niveau des tables des politiques de synchro, des data synchro comme on les appelle. Donc voilà les étapes principales. J'extrais, je transforme, je charge, et grâce au moteur de synchro, on réconcilie ce qui est chargé avec des objets existants dans ITOP. Et ce qui nous permet vraiment d'identifier de façon, enfin on essaie d'identifier de façon unique les objets, ce qui permet à des organisations comme le GIP de suivre très précisément leurs items. Un PC qui est aujourd'hui dans le lycée numéro 1 peut se retrouver le lendemain au lycée numéro 2, mais comme on a choisi les bonnes clés de réconciliation à la fois dans l'ETL et à la fois dans l'ITOP, on est capable de suivre la migration physique de ce PC et l'indiquer dans ITOP, ce qui permet bien sûr à l'agent de support, en cas de besoin, de savoir où il doit intervenir si nécessaire. Voilà. Donc le mécanisme synchro, quelque chose de standard et assez puissant, dans le sens où on est capable d'ingérer plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de CI synchro par synchro. Ce que fait le GIP, vous avez vu les volumétries tout à l'heure, on est sur des volumes assez conséquents, ça tourne. Très bien, merci Christophe. Alors du coup, maintenant qu'on a parlé un peu des mécanismes, de l'historique, ça serait intéressant de comprendre en fait ce que vous en retirez, quels sont tous les bénéfices au niveau de l'activité quotidienne, le jour. Peut-être Chloé, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous en avez retiré? Du coup, de notre côté, effectivement, avoir une CMDB complète avec des données mises à jour en quasi temps réel, ça a plein d'avantages au niveau exploitation. Les agents qui récupèrent les sollicitations, ça leur permet déjà d'identifier les matériels de manière plus simplifiée, plus rapide. Finalement, ça leur permet d'être plus efficaces, plus efficients pour consulter la donnée et l'associer au ticket. Après, on a parlé aussi de l'analyse d'impact. Donc ça, c'est très important aussi parce que ça nous permet de visualiser rapidement lorsque un équipement tombe, par exemple, quel est l'impact sur l'ESI de l'établissement. Donc là, par exemple, sur l'image, en fait, on a une analyse d'impact fait à partir d'un commutateur en fait qui serait tombé. Et du coup, on a visuellement parlant rapidement l'impact. Donc, on sait qu'il y a X PC qui sont plus disponibles, enfin qui n'ont plus de réseau en tout cas, X imprimantes, peut-être X bornes Wi-Fi, peut-être d'autres équipements de type gestion de chauffage, etc. En gros, finalement, tous les items renseignés dans ITOP pour lesquels on a le lien qui nous permet de définir cette analyse d'impact sont présents et du coup, ça nous permet d'être plus précis sur la criticité potentielle de l'incident. Donc ça, c'est vraiment au niveau exploitation où ça a plein de bénéfices. Après, on sert aussi des audits dans ITOP, donc audits en fait qu'on construit nous-mêmes par requête OQL tout simplement. Et en fait, ça nous permet de voir, en fonction des données que Noël a remontées, s'il y a des mises en conformité peut-être à faire, des déclenchements d'intervention de techniciens sur site, des choses qu'on peut lancer à distance. Typiquement, on pourrait requêter les machines des établissements qui ont
leur système d'exploitation vieillissant ou qu'il faut migrer, là typiquement ça nous déclencherait du coup, enfin ça nous donne directement les travaux à mettre en œuvre pour rentrer dans une conformité de la machine. Ça c'est plutôt sur la partie exploitation. Il est clair que la remontée, la remontée d'une CMDB laisse apparaître les défaillances, parce que l'idée n'est pas d'avoir une très jolie CMDB qui va vous peindre un paysage en vert magnifique et qui ne sera pas la remontée de terrain. La remontée de terrain, elle nécessite d'avoir les CI pas correctement configurés, ce sur quoi on peut faire un focus dessus pour limiter les vagues d'appels de tickets. Voilà, on va rentrer dans du prédictif grâce à ces remontées d'informations. Hein. Exactement. Après, cette CMDB aussi, elle nous aide sur d'autres choses comme l'aide à la décision, le pilotage du budget. En fait, typiquement, donc cette base, on la met à disposition de nos partenaires. Donc, ils peuvent l'exploiter, ils peuvent en faire des tableaux de bord, etc. Et en fait, ça nous aide à prévoir les remplacements matériels d'infrastructures, par exemple, basées sur la vétusté, les choix de remplacement de PC, donc où est-ce qu'on va doter, est-ce que c'est intéressant de doter cette salle, de remplacer cette salle parce qu'il y a de l'usage, ou finalement, est-ce que c'est vraiment utile de remplacer cette salle parce que finalement, elle n'est pas utilisée. Enfin, voilà, ça nous permet d'avoir au moins de l'argumentaire sur tout ce remplacement et de prévoir les budgets. Grosso modo. Et du coup, il y a des aspects un peu... Ah, tu veux peut-être intervenir, Christophe? Oui, je voulais simplement préciser que là, on est vraiment dans une démarche de qualité. La boucle est bouclée, on a notre CMDB, des collecteurs viennent alimenter et ensuite des audits viennent contrôler la qualité de la donnée. Et ce que je voulais préciser, c'est que les audits que vous voyez à l'écran ici, c'est des audits qui ont été définis par le JPrecia. C'est pas des audits que propose ITOP, c'est le client qui configure dans ITOP les audits qui semblent être pertinents. Est-ce que, par exemple ici, les switches sont tous dans un état correct pour que je les supporte, production ou pas. Donc vous pouvez vraiment décliner vos audits à l'infini en fonction de vos besoins et ainsi de contrôler vraiment que les paramètres associés à chacun de ces CI sont bien renseignés, comme l'indique le TL. Voilà. Et donc, du coup, on corrige et puis le TL remontera la correction et l'audit sera meilleur. D'où la boucle vertueuse. Oui, bah alors justement, en parlant de boucle vertueuse, en ce moment, il y a beaucoup de sujets liés au Green IT et tout ça. On parlait de cycle de vie, de remplacement. Est-ce que ça vous aide, dans quelle mesure ça vous aide aussi sur ces aspects-là? Oui, un des objectifs de la région est de limiter un peu les augmentations de parc. Donc, typiquement, l'aide à la décision nous permet d'argumenter ces remplacements de machines. Oui ou non, est-il pertinent de les remplacer en fonction de ce que la donnée ITOP construit, en fait. Super, bon, bah, c'est très utile à pas mal de niveaux, on voit ça. Du coup, très bien. Alors, justement, là, on voit qu'il y a énormément d'utilité, qu'il y a beaucoup de données, tout est récupéré bon, quand même, on parle de plus de 150 sites, bon, des milliers du coup de CI, etc. J'imagine qu'il peut y avoir parfois des risques de conflit, enfin, des problèmes de cohérence, de conflit. Comment on peut faire? Est-ce qu'il y a des recommandations, Noël, Christophe, à prendre en considération pour s'assurer que déjà on a une bonne gestion de ces données de base? Alors oui, la phase la plus compliquée, notamment quand on dépasse les 50 000 CI, dont la cible est principalement les PC, hein, le PC utilisateur, c'est d'arriver à faire émerger une clé forte. 50 000 CI, on avait des doublons sur les MAC adresses. C'est exceptionnel, mais à 50 000, oui, on commence à avoir. Pourquoi? Pour X raisons. On a des ateliers où les gens peuvent taguer leur carte réseau, modifier les MAC adresses. Donc, on se retrouvait à consolider l'inconsolidable avec des doublons. Le choix a été de déterminer le numéro d'asset sur l'UUID d'une machine. Où là, je dirais, on n'a quasiment pas de doublons.
Mais c'est une démarche qui a été assez longue. Avant, il y a eu un petit peu de errement, on a cherché hostname, MAC adresse, numéro de série, et tout ça n'était pas suffisamment satisfaisant pour pouvoir arriver à une consolidation. Là, on est arrivé sur une clé forte, et sur chaque source de données, c'est là où je laisserai la place à Christophe juste après. Le premier point, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui me permet de rendre ma donnée unique? Quelle est la clé? Parce que cette clé, Christophe, dans ses systèmes de synchronisation, ça va être le maître mot pour lui, pour réconcilier tout ça au sein d'ITOP. Tu peux nous expliquer un peu, Christophe, justement, tous ces aspects un peu de clé de réconciliation, comment ça marche et pourquoi c'est si important? Alors, les clés interviennent à deux niveaux dans une synchro. Il y a la clé côté client, côté ETL de Noël, quand il reçoit ses données et qu'il commence à créer sa table qui va lister l'ensemble des PC. Lui, il va falloir qu'il veille à ne pas créer deux lignes concernant le même PC. Donc, ces lignes ont en tête ce qu'on appelle une primary key, clé de réconciliation. Et donc, c'est cette clé qui est définie par Noël ou par le client qui va s'assurer que la machine ne se retrouve pas à de multiples endroits dans le fichier qui sera géré par ITOP pour ensuite aller populer la database. Donc, primary key, on va dire, vis-à-vis du monde extérieur et des ETL. Et à l'intérieur de ITOP, bien sûr, la table de synchro est populée et ITOP va devoir, à partir des informations qui lui ont été données, va devoir identifier le PC en question. Donc il va se baser sur des attributs en général. Il pourrait se baser sur l'ID d'ITOP, mais c'est ingérable parce qu'il faudra dire que l'ID soit connu de l'extérieur. Donc en général, on se base sur les attributs des classes ITOP. Et en fonction donc de ce qui a été donné dans le fichier synchro, en fonction de la façon dont on décide que les PC ou les autres objets sont réconciliés sur le nom, sur l'UID, sur la MAC et ou un ensemble de tout ça, on va pouvoir retrouver le PC et le faire à jour proprement. Et là, je rajoute un petit point important. La CMDB modélise des objets, elle modélise des PC avec un certain nombre d'attributs, le nom, le lieu, la MAC adresse, etc. Et puis vous, dans votre usage, dans votre utilisation que vous faites de vos PC, vous avez un champ particulier qui vous permettrait d'identifier ces PC de façon unique. Vous avez un modèle de données qui ne correspond pas tout à fait à ce que vous souhaitez pour pouvoir remettre les renseignements dans chacune des classes qui vous permettra de les identifier de façon unique. Grâce à ITOP, que vous soyez en communautaire avec les fichiers XML ou en client avec l'accès au designer, vous modifiez le modèle de données de vos classes pour faire apparaître un attribut qui correspondra à ces clés qui sont importantes pour vous et nécessaires pour la synchronisation. Et à partir de là, le moteur sera encore plus efficient. Donc même si, tout ça pour dire que importance des clés externes, importance des clés de réconciliation en interne, et pour vous aider à vraiment à utiliser les bonnes clés, le modèle de données s'adapte si besoin. À rappeler aussi que dès que vous modifierez le modèle de données, vos tables de synchronisation en entrée vont se redessiner aussi. Donc, le champ que vous allez rajouter va réapparaître automatiquement dans vos tables d'entrée de synchro pour les ETL, pour pouvoir elles-mêmes nourrir le noyau d'ITOP. Oui, effectivement, ça c'est le moteur d'ITOP qui le fait. Vous rajoutez des attributs dans une classe donnée. Ces attributs sont disponibles à l'import CSV, à l'export CSV, dans les tables de synchro, et ce de façon naturelle. C'est-à-dire que voilà, votre boulot, c'est de vous assurer que le modèle de données est conforme à votre utilisation. Ensuite, le moteur ITOP s'assure que tous ces attributs sont utilisables et disponibles dans toutes les interfaces, que ce soit les interfaces API, synchro et autres. Donc en gros, si je comprends bien, Noël, vaut mieux automatiser au maximum. Alors, oui, c'est un vœu pieux, mais je dirais au tout début, vous constituez votre base installée à la main. Et c'est là où, à un moment donné, il ne faut pas rester dans ce piège-là trop longtemps, parce que toutes ces données qui ont été injectées à la main, il est difficile quelquefois de les rattraper, même avec des ETL, sauf si effectivement on arrive à matcher avec des clés fortes.
Autrement, si par exemple vous avez injecté 20 000 composants en CSV, eh ben, vous serez à vous traîner ces 20 000 composants entre guillemets en gestion manuelle. Et la gestion manuelle à 20 000 composants, c'est lourd. D'où l'intérêt des ETL de cibler une clé forte pour que tout ça reparte dans un dynamisme et évite du temps perdu à faire une gestion dont on peut quelquefois se passer. C'est-à-dire laisser aux ETL, je dirais, leur rôle et donc ne pas trop attendre avant que de passer sur cette phase-là. Du coup, je partage un document qui est intéressant, hein, que vous utilisez, du coup, que vous appelez le journal des ETL. On voit qu'il y a quand même pas Alors mal de choses. ouais, c'est un journal sur un mois glissant qui me permet de voir le nombre de données en réplica. Donc, ce qu'on appelle un réplica au sein du monde ITOP, c'est la donnée qui a été extraite et synchronisée avec le noyau. Où bah, j'ai mon suivi, où je vois mes éléments qui rentrent. Là, par exemple, vous l'avez cité, 629 bâtiments. J'en ai créé un dans le mois, les autres ont été mis à jour parce que les bâtiments, je les gère maintenant avec des ETL depuis relativement longtemps. Donc, il y a peu de bâtiments qui se créent. Voilà. Pour les fabricants, les fournisseurs, j'en ai eu 2 qui se sont mis à jour, 9 qui se sont créés en fonction de l'achat des PC, je dirais l'arrivée des composants, puisque ces données-là sont exclusivement créées sur ce qui est réellement dans nos bases et non pas ce qu'on a référencé. C'est-à-dire clairement, un utilisateur ou un établissement achète un PC inconnu d'un fabricant inconnu, on l'identifie et c'est par les ETL que ces données vont se saisir. Donc, on n'a pas, nous, à le créer dans ETOP. C'est un gain de temps sur toutes les tables en référence qui sont marques et modèles notamment, hein, étages, bâtiments et autres. Tout ça se gère de cette façon-là. Donc, on limite le temps perdu à la saisie et à la gestion après ultérieure. Vu la volumétrie, bon, 52 000 PC, voilà, il fallait automatiser, quoi. Et là, on voit les liens device to network. Les liens device to network, c'était le système qui permet d'avoir une étude d'impact pertinente. Donc là, on a 44 000, un peu plus de 44 000 liens. Généralement, on a 300-400 records qui bougent tous les jours, aux aléas des techniciens qui branchent, qui débranchent, et ainsi de suite. Ce qui est aussi très confortable pour nos techniciens sur les centres d'appel, parce que avant qu'une machine tombe en panne, elle a commencé à faire des défauts. Et elle a été dans un état stable avant que de devenir instable. Et quelquefois, le fait de la voir se balader dans un réseau nous amène l'historique, alors que quand vous êtes en centrale, vous n'avez pas cet historique. Et là, grâce à ça, vous pouvez avoir l'historique de voir un petit peu son itinérance. Donc, ça peut être aussi des éléments qui aident. Alors, il y a l'étude d'impact pour nos managers, pour l'arbre des dépendances qui permet de voir qu'il y a eu un incident sur un switch en amont, et ainsi de suite. Mais il y a aussi, je dirais, cette partie historique qui est aussi très pertinente parce que dans l'histoire d'une machine, on a bien souvent une grande partie de ces incidents ou presque incidents, donc incidents en devenir. Donc là, on voit les PC 51 000 sur les réplicas et 3429 imprimantes. J'ai mes colonnes sur lesquelles on voit objet créé, objet updaté, nouvel objet, et ainsi de suite. Donc, je peux voir au jour le jour l'évolution. Aujourd'hui, vous avez vraiment mis en place quelque chose qui est très complet, de ce qu'on voit, hein, qui a l'air d'être vraiment très utile au jour le jour. Est-ce que vous avez des projets pour le futur? Il y a des choses à faire encore? Oui, Oui, Chloé, Dans ce qu'on compte encore mettre en place, c'est déjà, en fait, il faut toujours chasser le doublon, chasser l'incohérence, parce que automatiser tout, c'est très bien, mais ça peut avoir aussi un impact. Donc ça, il faut toujours chercher à améliorer en fait la qualité de la donnée. Après, au niveau de l'intégration de nouveaux CI, on a en prévision d'intégrer la partie des matériels de TOIP, en fait, qui arrivent dans les établissements. On pense que, comme le reste, les intégrer à la CMDB, ça nous simplifierait l'identification des matériels.
Et puis, il y a autre chose en fait qu'on n'exploite pas vraiment encore aujourd'hui. C'est la liaison ticket-CI pour en fait analyser, par exemple, si sur un PC j'ai eu X incidents au cours de l'année scolaire écoulée, potentiellement ce PC il va peut-être pas bien et il y a peut-être quelque chose à faire ou il faut le remplacer. Et cette partie-là, en fait, on pourrait l'exploiter parce qu'en fait, on fait déjà la liaison ticket-CI, mais on la regarde pas vraiment aujourd'hui. Donc c'est à faire. Ouais, l'avantage de tout ça, c'est à chaque fois des boucles en rétroaction pour de l'amélioration continue. Quand vous avez du dynamisme dans vos données, et là, moi, j'ai 1 500 000 enregistrements qui se mettent à jour sur mes 52 000 PC, la donnée est vivante. Et là, on voit ce qui bouge pas, ce qui devrait bouger, qui n'a pas bougé, et ce qui bouge beaucoup trop, et sur lequel on peut faire de l'amélioration continue. Je vais Super. juste faire Le une mot de petite la fin, précision Christophe, peut-être? sur ces mouvements. Ouais, je voulais Ouais. faire 2 précisions sur ces mouvements dont parlait Noël. Ces mouvements sont bien sûr disponibles dans ETOP, dans l'interface des objets. Dans la partie journal, vous avez l'historisation de tous les changements qui ont été affectés à un CI donné. Donc, que ce soit fait par l'interface graphique ou par la synchro. Si, comme tout à l'heure, un PC a changé de lieu, eh ben, le journal nous le dira. Bon, ce qui permet de voir l'historique d'un CI comme le proposait Noël. Et dernière petite précision que je voulais vraiment, clarification que je voulais faire, on peut très bien créer, pour lever les ambiguïtés, créer un CI à la main dans ETOP, et puis ensuite le synchroniser par la suite. C'est-à-dire que je crée mon PC à la main, j'ai une urgence, je crée mon PC à la main, il n'est pas dans la base, et puis finalement ma synchro X ou Y le découvre quelques temps après. Bon, ben, elle va pas recréer le PC, elle va voir, ah ben il existe déjà un PC, ben, je le prends, c'est le mien, effectivement, j'ai bien réconcilié, et la synchro se met en jour. Donc voilà, on n'est pas obligé de créer des objets par synchro pour qu'ils soient synchronisés, bien sûr. C'était une petite précision. Un objet qui est synchronisé et qui n'a pas été créé ne peut pas être supprimé automatiquement. Tout à fait. Voilà, donc après c'est la mort de l'info, comment la tuer, parce que ça naît, ça vit, ça meurt. Et voilà, alors après bon, on peut aussi jouer et bricoler un petit peu sur les règles de synchronisation pour arriver à tuer quand même des objets qu'on n'a pas créés. Mais bon, ça c'est plus à la marge. Le choix de l'ETL a émergé parce que en fait nous avions plusieurs sources d'informations. Nous avions dans un premier temps Oxy, qui est notre gestionnaire de parc sur nos sites déportés. Nous avions eu dans un deuxième temps un outil qui s'appelait Observer, puis nous sommes passés directement sur PacketFence pour gérer l'authentification en 802.x. Et à l'heure actuelle, on utilise aussi toutes les réservations DHCP qui sont faites sur les sites. Donc ces 3 sources de données étaient à compiler. Et pour éviter, je dirais, que ce soit plus une dégradation de données, on a fait émerger justement aussi des traitements avec des clés fortes pour pouvoir faire des liens et consolider des données pertinentes, puisque pour qu'on ait un petit peu une idée de volumétrie, le contrôle d'accès réseau piloté par la solution PacketFence génère à l'heure actuelle 550 000 records. Le gestionnaire de parc Oxy, on est à 52-53 000 records. Et nos RESA DHCP, on doit être à pas tout à fait 20 000 records. Donc toutes ces données sont extraites et compilées afin de pouvoir ressortir un flux de données qui est poussé après dans ETOP. Mais je veux dire, il doit déjà être contrôlé, soit que ce soit en abscisse comme en données, et dans la profondeur aussi. Afin de ne pas pousser non plus n'importe quoi, parce que 550 000 records, il a fallu extraire ce qui était nécessaire. Pourquoi est-ce qu'on a autant de records de nœuds réseau chez nos adhérents et dans les lycées et collèges? Parce que vous avez des enfants, vous avez des téléphones, vous avez des PC aussi perso. Il y a, je dirais, les composants informatiques liés et à notre responsabilité, et ceux qui ne le sont pas. Donc là, il a fallu séparer un petit peu le grain de l'ivraie et de pouvoir extraire le pertinent. Il fallait faire émerger une solution ETL pour pouvoir traiter tout ça.
Et on a eu un choix qui s'est orienté sur Pentao. Après, c'est l'objectif visé, attendu de chacun. Nous, on a 160 sites, lycée, collège. Bon, il y a d'autres sites, mais voilà. Donc, il nous fallait des solutions qui nous permettent d'avoir un suivi entre la nomadisation d'une machine et ainsi de suite, quoi, qui passe d'un étape à un autre, voire même dans la même journée, qui fait 3 établissements, parce que le technicien est intervenu, il l'a extrait, il l'a ramené sur son site de travail, et puis il la ramène sur le site de destination. Et tout ça, faut qu'on arrive à suivre et avoir un retour d'info pour que le lendemain matin, nos techniciens sur site, enfin sur les centres d'appel, aient des réponses à donner. En fait, la première chose que fait un technicien qui prend une sollicitation, c'est identifier le matériel. Et parfois, c'est un petit peu compliqué parce que les correspondants en établissement ne sont pas nécessairement des informaticiens. Donc, demander une MAC adresse, etc., ça peut être compliqué. Donc, la qualité de la donnée, en gros, plus il y a d'infos, plus c'est facile pour la personne du coup qui est à distance de savoir de quel équipement on parle. À partir du moment où on a identifié de quel équipement on parle, on peut initier les diags, regarder ce qui se passe au niveau du réseau, etc. Alors que si on n'a pas ça, c'est très compliqué de commencer à travailler. Donc la qualité de la donnée, c'est fondamental en fait pour l'efficience du service, quoi. Donc ça, aujourd'hui, on ne le remonte pas dans eTop. En fait, OPSI, donc qui est notre outil de gestion de parc, a cette information, a l'historique, a les versions, les logiciels, etc. installés sur chaque station. Donc aujourd'hui, on ne le remonte pas sur eTop. Essentiellement parce que c'est colossal en établissement scolaire, la liberté pédagogique, tout ça fait que le nombre de logiciels, le nombre de versions est énorme. Et donc du coup, on ne s'est pas attaqué à ce chantier, mais ça viendra peut-être. Pour donner un petit peu un ordre d'idée, parce que moi, ces données, cette volumétrie, je l'ai. C'est plus de 800 paquets qui sont fabriqués, qui sont installés dans nos sites de dépôt. Il y a 110 dépôts dans les principaux sites, et il y a 7 millions de paquets installés sur nos 51, 52 000 PC. Donc, cette volumétrie-là, je l'ai, mais il n'est pas pertinent pour l'instant de la remonter. Donc, dans le modèle, on commence par le matériel, on commence par le bas. Toujours, on part de la prise et on remonte tout doucement. Et effectivement, on ira sur la partie logicielle. Mais il faut que la CMDB soit clairement en capacité, alors même si techniquement elle est en capacité de la recevoir, mais c'est plus en fonctionnement logique qu'elle soit en capacité de recevoir ces 7 millions de paquets et le service qui va être amené derrière à avoir le retour d'infos et l'analyse. C'est là la différence entre une CMDB en fait et un outil d'inventaire. L'outil d'inventaire, lui, va ramener les watts milliards de barrettes mémoire dans les PC, logiciels, etc. Et la CMDB va concentrer l'information qui est pertinente pour le centre de support, donc ici les PC. Et c'est le choix, donc dans le processus d'avoir des données de qualité, il faut faire un choix sur ce que l'on souhaite remonter dans eTop. Et quand on décrit un PC, il y a peut-être chez Recia une vingtaine de paramètres qui décrivent le PC, même si les outils de collecte en ramènent une centaine. Mais voilà, il ne faut pas polluer la CMDB avec ça. On se concentre sur ce qui est important. Il y a autre chose aussi sur ce sujet, que en fait, on n'a pas besoin de centraliser quelque chose qui n'est pas traité en centrale. Aujourd'hui, par exemple, les licences logicielles, elles sont différenciées établissement par établissement. Or, le matériel, les dotations, etc., tout ça, c'est pour notre partenaire, la région. Donc, on a besoin de leur donner quelque chose qui est central. Les logiciels, c'est pas le cas aujourd'hui. Ça le sera peut-être demain s'il y a un marché pour ça. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, on peut garder ça encore établissement par établissement.
Ça en fait c'est OPSI, pareil, donc toujours notre outil de gestion de parc en fait qui dispose d'une hiérarchie bâtiment, étage, ce que disait Noël tout à l'heure, dans lequel en fait on va, enfin nous ou les techniciens d'intervention placent les PC. Et en fait, du coup, ça donne des attributs au PC que Noël récupère via l'ETL. Et ça nous crée du coup dans eTop les bâtiments, les salles, les étages, etc. L'outil a une interface, une IHM très drag and drop, où l'utilisateur, le gestionnaire OPSI, établit son arborescence de bâtiments, enfin de lieux, où il décline tous ses bâtiments, ses étages, et ainsi de suite. Et puis la liste des PC, il les affecte à la volée, donc c'est très, on va dire très convivial comme ça. Et ces affectations sont relativement rapides à mener. Après, bon, moi, les ETL interrogent et remontent ces informations où ben, ça me permet d'avoir une carto et une localisation. Parce que la localisation est aussi très intéressante dans le cadre d'une intervention, que de savoir que tel PC est malade dans telle salle, dans tel bâtiment, à tel étage. Parce qu'autrement, on pouvait identifier un incident sur, OK, tel établissement ou tel site. Mais si vous allez jusqu'à la salle et à l'étage, l'intervention est plus rapide, ou la préparation de l'intervention. La personne cherchera moins. En plus de ça, il trouvera bien souvent le switch sur lequel est raccordé, puisqu'on a mis en place ces liens, c'est le switch sur lequel est raccordé ce PC. Quelquefois même l'alimentation électrique s'il est sur un système en alimentation électrique secourue. Donc, Là, parfois, ça nous permet aussi de détecter des incohérences. Typiquement, un PC qui remonterait dans un bâtiment X, alors que Noël a remonté que son lien avec le switch est dans le bâtiment Y. Là, potentiellement, il y a une incohérence. Donc, soit la personne a déplacé le PC et n'a pas fait le boulot d'aller le changer dans sa salle, soit il y a un truc, faut chercher en tout cas. En Je tout me cas, suis dans permis de eTop, montrer le suivi d'étapes parce qu'on voit notamment pas mal d'informations au niveau des alors, différents éléments. c'est difficilement lisible par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup d'infos, mais en fait, on a pris une chronologie pour voir le démarrage depuis 2021, où on a commencé à remonter des ETL un par un, eTop qui se charge, qui commence à devenir de plus en plus chargé. Et puis à un moment donné, il faut prendre la décision, je dirais il y a quelques mois, de dire voilà, j'ai suffisamment chargé, maintenant il faut que je nettoie. Donc là, après, je fais la chasse aux vieux, hein, non pas les personnes âgées, mais les vieux composants qui ne vivent plus et qui ne revivront pas. Donc, on a cette phase-là où on charge la CMDB, la base installée, on la charge, et puis à un moment donné, il faut commencer réellement à la gérer, mais à gros volume, et où on va redescendre de 4 5 000 PC, ce genre de choses. Après, on a trouvé d'autres solutions pour arriver à sortir nos PC en automatique. Voilà, et c'est sur des processus comme ça, et c'est quand on voit l'historique de la base installée qu'on peut dire, voilà, là, il y a des gros volumes de données, il faut qu'on travaille ça pour optimiser, pour justement avoir une base la plus optimum possible, sans dépenser beaucoup trop de temps à faire de la gestion manuelle. tout à l'heure, on parlait de fautes, enfin d'incohérences détectées dans la base. Euh, Quand on synchronise un objet de l'extérieur dans eTop, eTop devient esclave euh, des attributs qui lui sont remontés par l'ETL. C'est-à-dire si le lieu est mis à jour par la synchro, on ne pourra pas modifier le lieu dans eTop. Donc il va falloir remonter à la source de l'erreur, la corriger pour que la chaîne corrige naturellement le lieu dans le PC pour lequel il y avait ce problème. On ne peut pas intervenir directement sur l'interface pour dire non, il n'est pas à Angers, il est à Blois. Non, c'est la chaîne qui doit être revue dans ce cas-là. Je vous remercie pour cette invitation. Il y avait longtemps qu'on voulait en parler parce que ça date pas d'hier, ce dont on a commencé. Et aujourd'hui, c'est vrai que notre CMDB, elle est fondamentale dans l'activité et c'est pas prêt de s'arrêter.